Voilà, bonjour à tous. Nous sommes déjà le vendredi 9 septembre, c'est-à-dire nous sommes à la veille du week-end. On vous salue, merci d'être avec nous jusqu'à 14 h. Aujourd'hui, nous allons avoir, comme tous les vendredis, nos duettistes de l'eau, Jacques Davila et Ismaël Gonet. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. Bonjour tout le monde, nous là. Non, ça un peu plus tard, on aura Madame Ferdi. Marilène Ferdi, avec comme invité Frédérica Casque parlant de cinéma, d'audiovisuel et de musique probablement. Isabelle Faye, la chronique habituelle, c'est à quoi cette affaire, sera avec nous. Et puis on va terminer avec Michel Madou. Sinon, l'actualité, encore des réactions après le dîner présidentiel d'avant-hier des élus. Cette fois-ci, c'est le président du conseil général départemental, comme on dit, et aussi M. Théophile, qui seront tout à l'heure nos invités depuis Paris, puisque notre correspondant là-bas, Monsieur Cissé, Maurice Cissé, nous a fait l'agréable surprise de nous envoyer cette interview. On va écouter ça. Lancement des journées nationales contre l'illettrisme, c'était au conseil départemental. Forum des métiers du sport à Dugazon avec Maxime Morel, on en parlera tout à l'heure. Et on va bien sûr terminer avec les travaux électriques à Saint-Claude, semble-t-il. C'est très important là-bas. Bien, tout de suite, on part à Paris pour une minute et demie à peu près. C'était l'interview post-dîner. Est-ce que ce dîner va changer grand-chose à la réalité de la Guadeloupe? Ça, c'est la bonne question, probablement qui reviendra dans les jours qui viennent. On regarde. Les Guadeloupéens. Donc il ne s'agit pas d'une vision idéologique de l'évolution institutionnelle, mais que toute évolution doit être un outil, un instrument au service d'une meilleure efficacité. Je me trouve dans l'une des salles du Sénat, en compagnie de Dominique Théophile, qui a participé au dîner de travail à l'Élysée avec d'autres élus ultramarins. Alors, on a beaucoup dit, on a beaucoup parlé. Fallait-il une réunion, un dîner? D'abord, quelle était l'ambiance à l'Élysée? Ambiance très conviviale, avec une très grosse participation. L'effectif était là, je crois que 98% des invités étaient présents. Il y avait une discussion franche et sans tabou sur des questions qui concernent nos territoires, en tout cas les territoires invités, les Antilles et puis les Antilles-Guyane et la Réunion, Mayotte. Donc il y aura une autre réunion du même type pour le Pacifique, Polynésie et Nouvelle-Calédonie. Il s'agissait d'une rencontre pour permettre au président de décliner sa vision sur l'outre-mer, mais aussi de lui faire réagir sur quelques difficultés. Ça a été traité en 3 thèmes. Les questions d'immigration, de sécurité, puisqu'il y a des territoires quand même qui sont marqués par une forte insécurité aujourd'hui, à savoir la Guyane et Mayotte. Puis nous avons aussi balayé les problématiques de développement économique. Et puis un 3e pavé sur les opportunités liées à nos territoires, les atouts qui font ce que la France est aujourd'hui sur l'espace maritime et qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de différenciation pour faire évoluer les quelques préoccupations des élus et de la population sur un certain nombre de sujets. Voilà, un reportage Maurice Cissé, Outre-mer News depuis Paris. Alors, Jacques, j'ai quand même envie de demander une petite réaction par rapport à ça, à ce dîner présidentiel. Ça me laisse perplexe. Ce n'est qu'un prologue. Oui. C'est le début d'une très grande aventure où il faudra énormément de compétences, de cohésion, d'entente entre les Guadeloupéens, parce que là, c'est la démocratie représentative qui a été conviée. Tous nous savons dans quelles conditions sur notre territoire des gens, tous partis confondus, ont été élus dans la majorité d'une minorité, parce qu'il y avait plus de 70% d'abstention. Et cette abstention est composée de gens qui forment la démocratie participative. Aussi. Et il est bien entendu, même le Conseil national de la refondation, le président de la République l'a dit, la loi 3DS, démocratie, décentralisation, le confirme. La plupart des problèmes qui ont été abordés dans ce dîner étaient déjà contenus dans la loi 3DS. Oui. Donc ce dîner m'a même surpris parce que ça veut dire que les gens étaient censés connaître les résultats à leurs problèmes parce que la loi, ils avaient été consultés au préalable par écrit et ils y avaient répondu. Donc
nous, membres de la société civile, de la démocratie participative, nous attendons pour voir, mais nous ne croyons pas qu'il y aura grand-chose à en sortir. C'est du blablabla. Prenons un exemple tout simple en matière de justice et d'équité, protection de la biodiversité et de l'environnement. Ce sont les mêmes élus, maires de communes, qui ont des stations d'épuration qui dysfonctionnent. Ce sont eux qui vont parler de l'eau et de l'assainissement à Paris. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à fait. Isma, vous-même qui sont au point de manger là, est-ce que vous voulez être invité? Il n'est pas obligé de faire manger. Il doit manger au travail, bien travailler. Mais on veut dire que moi, un panipon espoir dans ça. Ça pourquoi? Déjà, c'est lui n'a pas géré bien les affaires courantes, mais il y a de l'eau là. Pas que mon cabal problème là. Mais surtout, il n'est pas courageux. Question de fond là, il a posé entre la France et l'outre-mer, c'est une question de dépendance coloniale. Faut comprendre, faut éprouver la France, garder, faut on joue les élus pour un pareil à une résolution à la question là ça. Est-ce que vous comprenez? Il faut prendre quoi demain. Parce que nous pouvons rester éternellement, le département en réalité sont véritable colonial à la France, et c'est eux qui ont le ton. Le président de l'Académie conseille qu'à vrai ça. Non, vous n'y a gardé qui j'en crois vrai, et quand Jacques Tegat dit, au lieu où est-ce que sera élu, eh bien, il faut un travail de la population là pour savoir qualité il faut. Vous comprenez? Il faut un travail, pour ça, mais ça nous découvert, vous comprenez? Mais vous pouvez partir de vous-même. Moi, ça pas vraiment pas content du tout de ça. Oui, il ne peut pas faire. Bien, alors, cette semaine, Jacques, on vous a beaucoup entendu sur tous les médias, mais en fait, dimanche, je suis allé au congrès du GUSR et le président actuel du SMEAG a fait une intervention. J'ai eu l'impression qu'il voulait essayer de sauver les meubles. Je n'étais pas et ni n'ai eu vent de ce qui a pu se dire au GUSR, mais connaissant leurs appartenances, leurs connivences, leurs interdépendances et leurs interfaces gérées communément, je n'ai rien personnellement contre le président du GUSR, je n'ai rien personnellement contre le président du SMGAG. Je renverrai mes compatriotes tout simplement à la lecture du rapport de la Cour des comptes sur la gestion de la commune de Trois-Rivières, sur l'annulation de son budget primitif, dans lequel il n'y a pas les budgets annexes, car ils ont été transférés au SMGAG, eau et assainissement. Il n'y a pas le budget annexe de la Caisse des écoles, parce que celle-ci est en liquidation. Et bien sûr, en dépit du communiqué qu'il a fait après correction, je n'ai pu que m'étonner qu'un maire et son conseil municipal majoritaire aient pu voter autant d'inepties. Je lui ai même demandé hier... Vous avez un directeur général des services, vous avez un agent comptable qui vous sert de conseiller, vous avez un service financier pour qu'il y ait eu autant d'anomalies. Donc, si quelqu'un n'est pas capable de mener sa commune, comment peut-il mener la sommation arithmétique de toutes les communes de la Guadeloupe dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, des eaux pluviales et de la gestion des eaux d'incendie qui n'est pas conforme? Donc, nous nous trouvons aujourd'hui... C'est un monsieur certainement gentil, certainement éduqué, oui. Mais il ne nous suffit pas de la gentillesse et de l'éducation, il nous faut de la compétence gestionnaire. Je vois des gens qui n'ont pas le langage financier. La finance a un langage, a une méthode, a une chronologie, à un niveau. Il y a de la cohésion, il y a de la concertation et de la rigueur. Parce que, mesdames, messieurs, quel que soit votre parti politique, quelle que soit votre religion, vos options, en matière de gestion, il n'y a que les résultats qui comptent. Ils doivent être positifs. Quand ils sont négatifs, on fait le ménage, oui. On cure le problème. Et depuis 1 an que cette structure est opérationnelle, il y a quelque chose qui ne va pas, ça dysfonctionne de jour en jour. Il semble qu'il y ait des compteurs qui ne soient pas remplacés, il y a des problèmes dans la gestion, il y a des gens qui ont des emplois, des grades qui sont superfétatoires. Il y a, par exemple, semble-t-il, une anomalie que nous sommes en train de vérifier, il y a 43 personnes qui touchent 100 000 €, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y avait une rumeur qui voulait qu'un directeur de cabinet qui n'en est pas un, mais qui fait fonction, toucherait 150 000 € par an. La loi autorise jusqu'à 90% du salaire de l'emploi du grade le plus élevé, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Comme j'avais dit en préfiguration, et je n'ai eu cesse de dire, ce n'est pas une structure de reclassement des copains coquins.
c'est une structure qui doit être soutenable. Soutenable en économie, c'est des comptes équilibrés en échange du service en qualité, en quantité que l'usager attend. Nous sommes là pour produire de l'eau potable, de rejeter de l'eau épurée qualitativement pour ne pas polluer l'environnement. Et on s'aperçoit que ces mêmes élus, il n'y a pas un qui a encore ouvert sa bouche sur l'effeton qui est venu en complément de destruction de notre environnement. C'est fait pour l'ananas, on s'en sert pour la banane, toujours dans cet aspect de portée manœuvre. Il faut que la Guadeloupe s'arrête ce pas de vague. Et là, ils bon ça. Ça ne peut pas continuer. C'est pour ça que ce soit les gens qui ont la démocratie représentative, il faut qu'ils assument les conséquences de leur choix. On leur demande d'être compétents. C'est pour ça que nous les avons mis là, que ce soit la minorité ou la majorité abstentionniste, peu importe. Ils doivent faire les missions qui sont les siennes, les leurs. Et on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Il y a trop de gens, il y a des gens certainement très bien, il y a certainement des gens hyper compétents peut-être, mais nous n'avons pas le sentiment de ça. D'ailleurs, ça se voit, même des salariés d'entreprises délégataires de services publics de l'eau et de l'assainissement ne veulent pas y aller. Aujourd'hui, l'opinion publique doit savoir, on ne sait pas ce que l'on boit parce que les analyses d'eau sont faites dans l'Hexagone. Quand on envoie une information de l'ARS qui reçoit par mail, qu'elle l'envoie par mail à la mairie concernée, quand on envoie une information un vendredi à 13h, est-ce que vous croyez, vous savez ce que les gens de Grand Matouba ont bu? Le délai s'est écoulé. La commune de Trois-Rivières, le nombre de... Même la commune de Port-Louis, aujourd'hui, qui se retrouve avec des filtres qui ont été enlevés, remplacés par le bas des fondamentaux, qui est un filtre à sable, comme si le filtre à sable et à gravier, allait arrêter des molécules de chlordécone. Non, il faut arrêter, il faut mettre de l'ordre dans la boutique. Bon, alors, on va parler d'un problème qui est important, parce qu'il y a qu'à soulever toute qualité de problème à l'eau là. C'est justement ça, Jacques a annoncé là. C'est employé à Onodis qui en délégation de service public et qui a géré la matin et il y a une bonne montre. Envoyez, on va vous envoyer sur WhatsApp. Et à notre là, il a dit que voilà, comme contrat a fini au 31 décembre 2022, il a obligé de passer rentrant SMGAG là. Il n'est pas d'accord parce que etc. Tout bien passé bien. Son catastrophe, son mensonge grossier et ça triste. Parce que nous, en tant qu'association de défense, nous avons fait en sorte que nous pas ni à affronter nous à les employer. Mais surtout que là, maintenant, d'autre côté, on va mentir, c'est mais c'est qu'a fait les pires atrocités de ces populations-là. Au pays, il dit pour moun la matin défendre ces moun-là. Pourquoi? Là, on vient parler des cas à couper d'eau. Mais là, il y a coupé de l'eau à moun régulièrement, tout le temps en mouvement. Obligé de battre moun dans les résidences sont clés. Et là, parfois, il y a mettons sur de appareils ici, vous ne pouvez pas payer que là, nous avons obligé de venir des meuleuses. Et il a fini par tirer compter à monde tout ça. Et il a venu à présent dire, et il a fait ça. Et il comme il y a en permanence, il y a une prime parce que ça fait 8 ans. Donc, c'est une atrocité. Et c'est interdit par la loi, ça. Ah non, mais et nous avons fait, nous avons un dossier. Et chaque fois, nous avons fait une lettre de protestation pour expliquer tout les cas du fond d'acte de délinquance. Et c'est excessivement grave. Et nous poursuivons en justice, c'est ça. Et nous avons monté un dossier. Donc, c'est mon là ça. Alors, il y a un cas qui est grave. Il y a dit que il y a obligé de soigner, il y a dénigrer syndicat là. Oui, nous avons dit syndicat là, il prend ça dans des conditions tout à fait catastrophiques. Et si syndicat là en difficulté là, c'est que justement, cette délégation de s'expliquer général des OTNI, mais nous à Kakalasa. Un responsable africain d'Haïti venu ici, il montre ça bien, pour ne pas mettre en cause, on t'explique ça. Donc, cette délégation, et dans le monde entier, tout le monde a expliqué que délégation, notamment tout le monde qui est venu ici, délégation d'explique son vol. Parce qu'on a confié un service public à des privés qui sont chargés de faire l'argent. Comprenons? Bon, quelqu'un a fait ça, intérêt, c'est faire l'argent, il rentre en poche et pas des services publics, pas des services monde. C'est ça, généralise, mais nous allons caca. Donc, nous montons un syndicat, nous pouvons critiquer, mais nous font le bêtise. Parce que c'est les mêmes millions de là. Mais en fait, si vous voulez résoudre le problème de l'eau en Guadeloupe, si de l'eau met en service public, vous pouvez développer une politique de service public pour mettre en place. Et on peut penser que dans l'avenir, ces messieurs ont une volonté, ça peut faire. Mais pour le moment, c'est vrai, nous avons le bêtise qu'a fait. Mais pas pour ça, pour rester dans une délégation publique qui n'a pas justement répondre
a effectivement sa population la brisée. Parce que l'on dit ça, mais tout à l'heure, Jacques parle ça. On te parle de procès là. On nous dit qu'à poursuivre moun, il poursuit malheureuse. Et l'un il poursuit lui. Il m'a dit 15 000 €. Mais là, on a gardé compter à moun là. Il pas ni ces bitins là ça. Parce que pour moun et si moun a sur consommation, nous loi qui a proposé, c'est la loi Wassman et décret du 24 septembre 2012, il a dit comme ça que, eh bien oui, mais vous dépensez trop, etc. Et il paye, m'a dit tout ça l'argent. Eh bien, pour cela fait, en fait, nous gagnons pour cela. Et Jacques Baron passage, il a dit, juge là, t'es brutal, et c'est messieurs tout bonnement. Puisqu'il a dit comme ça que, comment on peut imaginer les autres, comment on peut, dans l'espace, dépasser 2000 et quelques mètres cubes d'eau. C'est qui correspond à une piscine olympique qui de 2 mètres de profondeur, une piscine olympique, il y a 2500 mètres cubes d'eau. Et il a dit comme ça que, si par exemple, on prend un cas, on prend une douche, il faut que pour 44 000 douches dans l'espace là, ça veut dire qu'il faut prendre 274 euros, les chiffres ici, douches par jour. Par jour pour te comprendre, pour imaginer. Donc, il y a débouté ces messieurs, et il y a débouté, il y a condamné, il dépend. 6 questions là, ça, et ces messieurs ont fait appel quand même. Il a fait appel quand même. Il fait appel, c'est pour nous répondre à vos ces problèmes-là. Alors, voilà, et c'est ces gens-là qui ont recommandé de nous garder en service public. Ah non, ça, nous ne pouvons pas appeler ça. Ah non, désormais. Depuis le 30 juin 2020, j'avais décidé personnellement de ne plus poursuivre, d'aller plus au tribunal, même sur le conseil. Nous allons revenir, nous allons poursuivre nommément, individuellement et personnellement les auteurs de ces méfaits, parce que c'est du méfait, et nous allons les poursuivre au pénal, quel que soit, parce que nul n'est au-dessus du droit commun. Je rappelle à l'opinion publique qu'il faut assumer, choisir, c'est assumer les conséquences de ses choix. Lucette Michaud-Chevry, paix à son âme, elle a été condamnée au civil. Elle n'a pas été condamnée au pénal parce qu'elle n'était plus. Son enveloppe charnelle n'était plus là. Nous respectueux du droit. Elle a été condamnée au civil avec jugement immédiatement exécutoire. Donc, nul n'est au-dessus du droit. Et pourtant, malgré le palmarès politique reconnu, établi qu'elle avait, elle n'a pas été au-dessus du droit commun. Le président du SIAG, en dépit des relations dont il se targuait, n'a pas été au-dessus du droit commun. Il y en a qui se croyaient protégés, qui ne sont pas venus à la commission parlementaire. Je peux vous affirmer que 2 heures après l'heure limite, ils étaient présents là en personne. Hein? Parce qu'on aurait été les chercher menottes aux mains. Alors, il faut être sérieux maintenant. Il faut que les gens assument les conséquences de leur choix, mais il faut que vous autres usagers, membres de la démocratie participative, vous appreniez à choisir et à assumer les conséquences de votre choix. Parce que ce n'est plus de l'assistanat. Je ne suis pas là pour faire pour vous. Je suis là pour faire avec vous. Et tant que vous ne comprendrez pas ça, nous n'avancerons pas, nous allons rester dans le choqué. L'heure n'est plus au choqué, l'heure la pensée doit être action. Il faut que ce soit avec des gens compétents, des gens intègres, parce que nous avons besoin d'eau. Nous avons besoin d'eau potable. Nous avons une mutation climatique. Nous avons eu de la pluie pendant une sécheresse. Nous avons vu les dégâts. Nous avons vu les réseaux mal entretenus. Regardez comment l'eau est montée rapidement. Alors que nous sommes dans une période de sécheresse. Normalement. Est-ce que vous savez le nombre de problèmes de maintenance? Est-ce que c'est normal pour les gens de Sainte-Rose de Laboucan qu'il y ait une réunion qui est faite en mai? Jusqu'à maintenant, la commune attend le rapport qui devrait être retransmis par le SMGAG pour qu'on puisse prendre les mesures adéquates. Est-ce que vous trouvez normal que les gens de Sainte-Rose, sur une usine qui est l'une des usines les plus neuves de Guadeloupe, ça dysfonctionne parce que la maintenance n'est pas assurée? Est-ce que vous trouvez normal qu'après les sommes qu'on a dépensées en salaire et charges, qu'aucune formation n'a été faite sérieusement depuis la fin générale des eaux? Aujourd'hui, c'est un espèce de chocage. Il faut que ça cesse. C'est une entreprise de service public, une entreprise, un EPCI, une entreprise commerciale industrielle. Elle doit fonctionner en tant que telle et correspondre aux besoins. Pourquoi les gens payent. C'est tout. Alors, si SMGAG est là, alors, je sais qu'ils sont en charge de la gestion des eaux pluviales urbaines. Là, maintenant, côté, c'est habitant là qui a dit que il y a un problème parce que l'eau a monté gagné. Il y a 1 an et demi ça a été. Vous avez vu nous avons fait des images. Quand il prend temps. Mais c'est peut-être mardi nous avons fait une réunion pour voir. Effectivement, il y a un petit problème parce que comme les travaux il faut faire des portions privées. Donc pour dire moi, on ne peut pas faire ça sans convention.
Mais quand même, là, il y a une question de menace complémentaire de l'eau pluviale, 40 qui va nous Napoléon. Il faut trouver une solution, vous comprenez? Et il y a des métiers qui ont posé problème là. Tout le monde connaît le dossier là, il n'y a pas au pays. En cas de fait que ce n'est pas comme ça nous qui montrer que nous compétences, nous prenons les choses en main. Là où nous avons compétences en main, il faut être capable de vous comprenez? Il faut unir les compétences pour assumer aussi, vous comprenez? Pour faire une efficacité. Parce que quand même, si après tout ça il a fait, si par exemple de la montée dans la nuit comme ça, eh bien, il y a ce qu'on a dit. Parce que l'autre jour, c'est vendredi, vous marchez en sortie à en enterrement à Guaya. Mais c'est entre petits bruits, avant la pique à tomber, c'est impossible, on est obligé de bloquer. On nous reste bloqué, on est miettes dans le chemin, on l'a on tombe. Après, si nous mettons ensemble, entre petits bruits Guayave, et en cas de pas de Guayave, parce qu'il est tombé la jaille, Jarry et la pointe aussi. Donc là, tenir tellement la pluie, mais en cas de. Ou pas peut avancer en chemin là, on l'a toute voiture arrêtée. Nous restons demi à la nous pas avancer. Donc là, la pluie a tombé comme ça, on côté, et de là, a monté. Qui on va dire, c'est pourquoi évacuer dans la nuit? Comment non? Donc, les problèmes de vie comme ça, il faut que ça vite. Mais pour ça avancer, il faut porter manœuvre. Si manœuvre va apporter, quand écrit, quand vous SMS pour dire qu'on va aller, et c'est quand il y a des solutions. Mais il y a des métiers qui poser problème. Je vais aborder dans son sens. Il parle du Lamentin, je suppose. Au Lamentin, il faut savoir que l'assainissement ne correspond pas au périmètre dans la DSP. Si bien que la DSP appartient confie à une autre société qui remplit son travail, mais elle ne couvre pas tout le périmètre. C'est-à-dire que vous seriez dans un lotissement et il y a des maisons qui seraient raccordées, gérées, et d'autres maisons ne sont pas raccordées. Si bien qu'il y avait un dossier qui dure depuis très longtemps, je me rappelle lors de l'avènement du nouveau président, il avait la communauté du Nord-Bastère, il avait énoncé les appels d'offres qui allaient être faits en avril 2021. Ça avait été fait. Bien sûr, il n'y a plus de directrice sérieuse là pour s'occuper du dossier. Et on se retrouve dans une situation où il fallait faire une extension des périmètres non compris dans le périmètre de traitement pour pouvoir traiter ces eaux usées. Parce que le Lamentin, comme bien d'autres communes de cette communauté, défraie la chronique des eaux pestilentielles, de la sanie olfactive et visuelle qui déborde. Et ce problème particulier passe sur une ravine qu'elle pollue parce qu'elle déborde dedans, qui s'appelle la ravine sans nom, au pied du Mont Calvaire, qui débouche au Bémao. Eh bien, je peux vous dire qu'ayant été informé par des Lamentinois, j'ai pris mon téléphone et j'ai découvert que l'extension administrative avait été tellement mal faite que le contrôle de légalité avait rejeté cette extension, ce qui faisait que ce n'est pas résolu. Mais je dis que ce n'est pas la première fois que nous avons un problème d'urgence et de technique que nous pouvons régler entre gens de bonne foi et de parole. J'ai pris mon téléphone, j'ai retrouvé le propriétaire du terrain, on doit se faire le poste de relèvement qui permet de monter le Mont Calvaire. Tous les Guadeloupéens qui sont passionnés de cyclisme connaissent, c'est un monde très dur. Mais je peux vous dire que le monsieur est d'une courtoisie. C'est un monsieur, on a pris, le monsieur n'est pas un beau loco, le monsieur est ingénieur. Donc on ne peut pas prendre Bouga, faire Bouga prendre Lamentin pour Bémao, et confondre quoi passer à Bouga, et putain, c'est là Bouga borné, le type connaît la loi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il m'a dit, monsieur Avila, on se connaît de réputation, pas de problème, quand vous voudrez, on trouve une solution. J'ai appelé l'entreprise et trucs, on va trouver une solution élégamment, de manière apaisée. Je pense qu'entre nous, avec des gens intègres et compétents, nous pouvons y arriver. Ça va prendre du temps parce que beaucoup de ceux ne connaissent pas les procédures, parce qu'il faudra mettre de l'ordre dans la maison SMGAG, il faudra mettre de l'ordre dans la maison eau, dans la maison assainissement, parce que l'assainissement, c'est des fosses septiques. Il faut savoir que la plupart des fosses septiques de Guadeloupe, le service SPANC, ça s'appelle, c'est-à-dire système particulier d'assainissement non collectif, et ce sont des puisards. Un puisard n'est pas épuratoire, c'est-à-dire qu'on est en train de polluer nos nappes phréatiques. Donc il faut arrêter. Ensuite, Ismar vient de parler des eaux pluviales des bourgs. Les eaux pluviales des bourgs sont mélangées avec les eaux des réseaux qui vont dans des stations d'épuration. Ensuite, il faut savoir que les eaux hospitalières, dans les eaux hospitalières, il y a des eaux usées, parce qu'il faut laver les vêtements des malades, hein, les pyjamas, les draps, et tout. Mais il faut laver aussi. S'il y a une partie qu'on appelle les liquides hospitaliers, ça nécessite un traitement particulier. On les envoie pour Pointe-à-Pitre, sachez, à Pointe-à-Donne, c'est-à-dire Jarry, mais c'est que Jarry n'est plus aux normes de traitement. C'est pas parce qu'il y a un contrat que le service qualitatif est assuré. Il faut savoir que le nouvel hôpital qui doit avoir un bassin de décantation,
un réservoir dédié, une canalisation dédiée pour l'alimentation en eau potable, mais une station d'épuration pour traiter les liquides hospitaliers et les eaux usées, elle n'a même pas encore démarré. Ok, monsieur, une dernière question, une petite question. Il y a un ouvrage qui est paru il y a quelques mois déjà en France. Oui, qui a... Guadeloupe, l'île sans eau. Les auteurs de cet ouvrage sont en Guadeloupe. Oui, un des deux co-auteurs est de passage en Guadeloupe. Il s'agit de Thierry Gadot. Oui. Et on essaiera de le recevoir ici. Oui, je vais lui demander, là, dès cet après-midi, je lui demande. Oui. Il fait une séance de signature à Boutique de la Presse demain de 10h à midi. Et il y a une réunion publique pour tous les usagers de l'eau. Il va informer du contenu de son livre et du deuxième tome qu'il prépare avec son partenaire et son équipe, et qui se tiendra à Rimini-Insouta demain à 17h. C'est dit. Merci, messieurs. Il va être 13h. Dans un instant, on retrouve la suite du ZCL. On va recevoir Madame Marilène Ferdi avec son invité, Frédéric Caracas, musicien, pas que. Et on va découvrir des choses qu'on ne sait pas de Frédéric Caracas. Tout à l'heure, restez avec nous, pas débrancher. Attendez. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Notre chroniqueuse du vendredi est déjà là, la première, puisqu'on en a deux le vendredi. Bonjour, Madame Ferdi. Bonjour, Monsieur Zandronis. Et aujourd'hui, on parlera avec qui? Alors déjà, aujourd'hui, on a un invité très spécial. Donc, oui. On est au cœur des industries culturelles et créatives, et j'en dis pas plus. On en parlera tout à l'heure. On revient rapidement à l'actualité. L'actualité, c'était là, avant-hier, le lancement des journées nationales contre l'illettrisme, puisque vous savez qu'en Guadeloupe, il y a quand même, malgré l'école, plus de 20% de gens qui ne parlent pas connaître lire et écrire, ou bien qui désapprennent. Et c'est une des priorités en ce moment du conseil départemental. Olivier Félix était sur place au conseil. On regarde. C'est un vrai sujet. L'illettrisme, c'est 750 millions de personnes dans le monde qui sont touchées. C'est près de 2,5 millions de personnes en France métropolitaine, et c'est 48 000 personnes ici en Guadeloupe, ce qui représente 20% de la population. Donc l'enjeu est important, l'enjeu est fort. Et dès lors que nous arrivons en effet à fédérer l'ensemble des collectivités majeures, les collectivités locales, mais également l'ensemble des opérateurs, nous pouvons particulièrement en effet espérer toucher du doigt de la capacité à pouvoir modifier cette politique publique, et particulièrement convaincre de la nécessité de lever le voile de la honte pour particulièrement porter la question de la transformation et du changement. Il y a des personnes en situation d'illettrisme partout. Vous allez en retrouver forcément en détention, et en plus on voit qu'en détention les chiffres sont plutôt importants. Moins du côté des femmes à la prison de Bémao que du côté des hommes à la prison de Basse-Terre. Ensuite, on va retrouver des demandeurs d'emploi en situation d'illettrisme. Les conseillers ont témoigné, ils arrivent au guichet, ils ont des difficultés. Le rectorat forcément est partie prenante, parce que quand on dit lutter contre l'illettrisme, moi je veux bien, mais avant il faut-il encore qu'il y ait tout un travail en amont pour faire en sorte que les élèves sortent de l'école tout à fait autonomes, avec la lecture, l'écriture et le calcul. C'est donc là le premier des leviers d'action. L'éducation nationale à elle seule ne peut pas tout. C'est pourquoi le modèle des cités éducatives, donc cette alliance autour d'un établissement scolaire sur un même territoire, qui allie tous les partenaires les organisations de la société civile, la culture, le périscolaire, etc. Ça, pour moi, c'est une réponse gagnant-gagnant. Nous devons tous les acteurs doivent se mettre ensemble pour permettre d'améliorer cette situation. Donc cette convention aujourd'hui permettra précisément d'aller plus loin dans la prise en charge des illettrés, de faire en sorte que notre population ne puisse plus représenter dans les jours et les mois à venir 20% d'illettrisme, mais 10, 5, et puis pourquoi pas, dans un avenir proche, 0%. La bonne nouvelle, c'est que l'INSEE va remettre en place entre fin 2022 et début 2023 la même enquête. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'en 10 ans, le chiffre a diminué ou progressé. Parce que là, en 10 ans, c'est le temps pour que des politiques publiques, elles puissent faire leur chemin. Et là, on peut faire une analyse. Et là, on tirera des constats et de grandes orientations pour savoir maintenant vers où on met l'argent, où on met l'action, comment on fait pour se remobiliser sur peut-être des segments manquants aujourd'hui non investis de la lutte contre l'illettrisme. Voilà, convention qui a été signée en espérant que ça débouchera sur quelque chose de concret. Alors, on va tout de suite passer à notre chronique du jour. Générique, c'est parti. La chronique culture et cinéma news, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL.
Bonjour Marilène. Alors, donc, on reprend notre petite chronique commencée avant les grandes vacances, pas avant l'été, avant les grandes vacances. Hein. Alors, la chronique a commencé en mois de mai. Donc, c'est à partir du mois de mai qu'on a lancé la chronique. Donc, là, on reprend. Donc, je vais juste rappeler. Hein, donc, c'est une chronique qui a la particularité d'être portée par le campus audiovisuel et cinéma de la Guadeloupe. Et donc, elle a pour vocation d'informer le public sur toutes les questions, enfin, d'informer sur tout ce qui se passe en matière de formation, emploi, métier dans l'audiovisuel et cinéma, mais aussi le spectacle vivant. Et donc, c'est à ce titre que régulièrement, nous recevons des invités et nous essayons de décortiquer leur parcours et puis qui donnent aussi des conseils à tous ces jeunes et moins jeunes hein, qui décident de se lancer dans l'audiovisuel, mais aussi dans le spectacle vivant. Et vous avez choisi un invité particulier aujourd'hui. Alors, ah oui, il est particulier. Il est particulier, cet invité, parce que quand j'ai décortiqué et puis j'ai un peu enquêté dans son environnement, moi je trouve qu'il est très emblématique des industries culturelles et créatives et très représentatif de ce qui se fait au niveau mondial des profils des musiciens. Donc déjà, vous savez, c'est un musicien guadeloupéen de renommée internationale. C'est un musicien guadeloupéen de renommée internationale. Oui. Alors, on va ajouter quand même que c'est un bassiste. Oui. Donc, il est interprète, compositeur, auteur, réalisateur, arrangeur. Mais pas que. Oui. Il est aussi dans la transmission. Oui, aussi, il est professeur de musique, formateur en musique assistée par ordinateur et formateur aussi en audiovisuel. Et puis, il y a une dernière compétence que tout le monde s'accorde à lui donner. Là, c'est ma petite enquête, y compris vous. C'est un génie créatif. Aussi. Voilà, c'est peut-être ça son secret. Et c'est de quelqu'un de très modeste, il faut le dire. Très modeste, accessible, généreux, gentil. Voilà ce que j'entends quand j'entends parler de lui. Donc, est-ce que vous voyez peut-être qui c'est? Je commence à voir. Il ne vient pas du Venezuela, il s'appelle Frédéric Arcas. Merci Frédéric d'être avec nous. Et merci Marilène de l'avoir invité. Alors, on va parler avec lui, bien sûr, et c'est vous qui allez l'interroger. Vous avez parlé de son parcours qui est important. C'est vrai que je le connaissais comme musicien, auteur, compositeur, etc. Mais il y avait des casquettes que je ne connaissais pas. Tout à fait. Alors, on va déjà remonter à l'enfance de Frédéric. Oui. Donc, Frédéric est né au Rézé. Donc, je lance un clin d'œil à Mounrézé, terre de culture qui a donné beaucoup d'artistes, à la Guadeloupe. Donc, il a grandi au Rézé dans un univers musical, puisque son père était guitariste. Ah. Et oui, et il avait aussi une cousine qu'une génération a beaucoup connue, Francis Colta. Oui, qui a été ici d'ailleurs animatrice dans le temps. Tout à fait. Et qui était chanteuse aussi. Qui était aussi chanteuse. Oui. Et un autre cousin, Gabi Ciaras, qui est peut-être moins connu, mais il nous en touchera deux mots. Mais pas que. Alors, il faut savoir aussi que Frédéric a été beaucoup influencé par ses cousins, les frères Pinault, très connus au Rézé, qui sont des bassistes. Et c'est grâce à eux qu'il a choisi comme instrument la guitare basse. Donc Frédéric, une fois qu'il est entré au lycée, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a décidé de créer un groupe. Et tout de suite, il a commencé à avoir du succès. Il était invité un peu partout. Mais jusque-là, Frédéric était autodidacte. Et il a vite vu les limites et l'envie d'aller plus loin. Donc une fois que son bac en poche, mais il a fait comme beaucoup de Guadeloupéens, malheureusement, voilà, à l'époque. Hein. Donc il a décidé de partir pour pouvoir poursuivre ses études et d'entrer au Conservatoire de Paris. Donc, quand il est arrivé à Paris, il a découvert aussi un autre lieu mythique qu'on appelle l'espace culturel Paco Rabanne. Ça vous dit quelque chose? Dans les années 80. Si. Voilà. Donc, c'est un espace qu'a créé un célèbre couturier pour ceux qui n'ont pas connu, les petits jeunes qui n'avaient pas connu. Il a même sponsorisé un groupe de Bouka il y a quelques années, un groupe de Sainte-Rose, avec Marcel Magna. Je me souviens à l'époque, oui. Ouais. Et donc voilà, donc cet espace, c'est un espace qui était dédié à Paris, à toute la diaspora noire, donc dans les années 80. Donc ça a permis à Frédéric de côtoyer d'autres artistes, hein, des artistes locaux qui à l'époque étaient à Paris, par exemple Guy Conquête, Éric Kozak. Et Frédéric a pu aussi se lancer dans le Gros-Cas moderne, puisque Frédéric a joué du Gros-Cas moderne, aussi du reggae. Il a rencontré aussi Michel Jonas
et Touré Kunda. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Touré Kunda. Il est même venu ici, Touré Kunda, d'ailleurs. On a vu un spectacle à l'époque. Et donc, moi, ce que je vous invite, c'est à pouvoir découvrir aujourd'hui le parcours de Frédéric, mais aussi qu'il puisse nous donner, Frédéric va nous donner des conseils, vous donner des conseils à vous, téléspectateurs, qui voulez vous lancer dans la musique, pour que vous puissiez en vivre, et enfin nous confier le secret de sa longévité professionnelle. Voilà. Merveilleux parcours, Frédéric. Moi, j'ai juste une petite question à poser. Comment on passe du zouk à l'audiovisuel? Ben écoute, c'est presque une évidence aujourd'hui parce que en fait l'image est devenue tellement importante pour promouvoir, je veux dire, son activité en fait, pour l'image d'une entreprise, pour son image privée même. Ses vidéoclips aussi. Les vidéoclips. Aujourd'hui, on voit que l'importance est axée sur l'image plus que la musique en elle-même. Hein. Donc aujourd'hui, pour qu'un morceau puisse vraiment atteindre un peu tout le monde, ben voilà, il faut passer par l'image. Il faut être créatif, il faut avoir donné aussi une âme à l'image, quoi, à la vidéo. C'est très important. Donc moi j'ai dit bon ben ça reste encore quelque chose de créatif et tout ce que tu viens d'énumérer sur mon passé, pour moi c'est le passé quoi. Donc j'essaie de vivre au présent et de continuer quoi. Il faut dire aussi que Frédéric a pratiquement un petit studio chez lui. Alors voilà, alors moi je voulais qu'on s'arrête sur cette... Voilà, parce que vraiment quand on parle de Frédéric dans son entourage, donc quand j'ai questionné un peu son entourage Frédéric, la première chose qu'ils m'ont dit, il faut que tu ailles chez lui, il a un super studio. Ah ben oui. Mais Frédéric, il faut dire que Frédéric a été l'un des premiers artistes guadeloupéens à s'intéresser à la musique assistée par ordinateur. D'ailleurs, Danick, je crois que vous avez une anecdote sur la musique Frédéric. C'était une fois, Henri Debs avait invité un Japonais en Guadeloupe. Et il y avait ce jour-là, il était passé, Frédéric était passé, et puis après un autre qui est décédé aujourd'hui, Eric Bouta était passé. C'était à l'époque qu'on faisait, comment on appelle ça, du MAO. MAO déjà, à l'ordinateur. Et le Debs me disait, et le Japonais il disait, il n'arrive pas à comprendre que des Guadeloupéens qui n'ont pas inventé la musique assistée par ordinateur soient aussi forts. Et c'est quelque chose qui remonte... Dans les années 90, c'était vers la guerre du Golfe, à peu près. À cette époque-là, et le Japonais, il était étonné. Il était étonné, bien sûr, bon, ça, on peut voir ça d'autrement, mais c'est vrai que nous avons en Guadeloupe des génies au niveau de la musique, il faut le dire. J'ai bien connu aussi Eric Bouta, que tu as connu aussi, et Eric a fait aussi un beau parcours musical, et c'est des gens qui ont appris d'eux-mêmes, qui étaient autodidactes, et ça, l'exemple de Frédéric est important, parce que passer de la musique, parce qu'on n'a pas dit ça, parce qu'il a aussi été à Cassave. Oui. On va y venir. Il a été aussi au Caraïbes ensemble. Il faut dire ça aussi. Je connais un peu son parcours aussi. Donc ça montre bien son évolution. Et aussi, surtout, et ils viennent le dire, le fait qu'il passe de la musique à l'audiovisuel, ça aussi c'est très important. J'ai presque envie de dire ça assez rare, mais la plupart aujourd'hui des musiciens sont obligés de toucher un petit peu à l'audiovisuel parce qu'ils ont besoin de vendre, entre guillemets, vendre leur image. Alors moi, ce que je vais dire aussi, la question que je vais poser à Frédéric, donc c'est vrai que vous avez dit que Frédéric était autodidacte, moi aussi, mais il n'a pas été... Est-ce que Frédéric, j'ai remarqué que dans ton parcours, je me pose la question, le secret de ta longévité, est-ce que c'est pas aussi le fait que tu es tout le temps en train de te remettre en question et que tu n'as pas peur d'aller te former? Est-ce que tu peux nous toucher deux mots sur ce besoin systématique de te former? Alors, aujourd'hui, on parle de formation, mais à l'époque, il n'y a pas beaucoup d'informations sur l'information. Alors, je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons... Lorsqu'on parle, je vais prendre l'exemple des chaînes de télévision, il y a tellement de chaînes qu'on ne sait pas très souvent quelle chaîne regarder. À l'époque, on n'avait que trois chaînes de télévision, donc très peu d'informations. On était livrés à nous-mêmes. Donc, voilà, lorsque tu parles d'autodidacte, c'est un peu ça. Mais je visualisais aussi, disons, par rapport à tout ce que je voyais, ça me donnait des idées. Et comme Danick l'expliquait tout à l'heure, le premier home studio qu'il y a eu en Guadeloupe, c'est moi qui
a eu cette idée de mettre ça en place. Je sais que j'avais été très critiqué à l'époque parce que ça mettait un peu dans l'ombre les grands studios professionnels. Mais j'ai tout de suite compris que lorsque on travaille dans un endroit convivial où on n'a pas le syndrome de la lumière rouge, on est chez soi, qu'il y avait des résultats qui étaient beaucoup mieux que lorsqu'on est dans un studio où il faut compter des heures. Et donc, c'est d'où est venue l'idée de monter ce laboratoire. Je veux dire, plus un laboratoire que studio. Effectivement, c'est un laboratoire, c'est ça. C'est vraiment le mot. Alors, pourquoi tu fais la dis? Pourquoi tu utilises ce terme laboratoire? Tu insistes beaucoup, tu me dis c'est pas un studio, c'est un laboratoire. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on est chez soi déjà. On est chez soi, on a le temps de réfléchir, on a le temps de mettre en place ces idées, de l'organiser. Et de se dire que, voilà, je travaille sur, par exemple, je travaille sur la création d'un son. Ça prend du temps. On peut le faire chez soi, avec revenir le lendemain, travailler le soir dans la nuit. Ce qu'on ne peut pas faire dans un studio professionnel. Donc, à l'époque, en France, par exemple, la plupart des producteurs antillais, pour eux, il fallait partir en France pour avoir la qualité. Ouais. Alors que moi, je disais que, avec le matériel accessible, au grand public, il y avait moyen de faire ça ici. Donc, pourquoi aller tout le temps en France quand on est dans son pays, on est vraiment dans la source de la créativité, donc surtout pour la musique antillaise. Pour moi, c'était évident que trouver des bonnes bases en Guadeloupe, quoi, chez soi. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de monter ce laboratoire et que tout le monde s'en est approprié. Je prends le cas de la première personne qui a été mon premier client vraiment. Ça a été Gilles Fleureau, Eric Bouta. Mais après, quand j'ai eu Patrick Saint-Éloi qui a décidé de réaliser ses albums en Guadeloupe, dans le laboratoire, à ce moment-là, je pensais que j'étais... pour moi, j'étais dans le vrai, quoi. Et tout le monde, même Henri Deb, sur les producteurs antillais, tout le monde est venu travailler dans ce petit laboratoire. Donc voilà. Et alors moi, ce qu'il ne dit pas, hein, moi ce que j'ai aimé dans son parcours, c'est le fait qu'il faut savoir qu'il s'est tout le temps formé. Il commence par explorer un champ en tant qu'autodidacte et une fois, il voit tout de suite l'intérêt d'aller plus loin, de se former. On va prendre l'exemple, il crée un groupe de musique quand il était au lycée de Bainbridge. Il a envie d'aller plus loin parce qu'il est autodidacte. Et bien, ce qu'il s'est dit, il faut que j'aille me former. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu au Conservatoire de Paris pour apprendre de la musique. Le 17e Conservatoire à Mazères. Alors, ça aussi, l'idée du conservatoire est venue d'un feuilleton qui passait très souvent à la télé, qui s'appelait FEM. Je ne sais pas si vous avez connu ce feuilleton. C'est un conservatoire où tout le monde est ensemble. Ça veut dire qu'il y a des ateliers. Et ceux qui apprennent, ils mettent en pratique dans les ateliers, c'est-à-dire des répétitions, tout le monde travaille ensemble. Moi, j'ai aimé cette idée de combiner ensemble pour arriver à un résultat. Et je pensais que c'est ce que j'allais retrouver au conservatoire à Paris. Alors que c'était vraiment quelque chose de très basique, de très classique, qui n'allait pas vraiment dans mon sens. Mais pour moi, c'était la base quand même pour connaître la musique. C'est-à-dire que au moins, je savais ce que c'était l'harmonie, le solfège et bien d'autres, et que j'ai voulu mettre en pratique tout de suite pour ma propre musique. Mais il fallait passer par des expériences sous Paris même, avec des musiciens français tels que Jonas, j'ai rencontré Manu Dibango, j'ai rencontré pas mal beaucoup d'artistes africains. Donc ils sont un peu comme nous, hein, ils travaillent un petit peu à l'oreille. Mais travailler avec des Français, ça m'a permis d'exécuter une partition c'est très, très enrichissant pour moi. Donc voilà. J'ai envie de quand même poser une petite question. Bon, pas polémique, mais enfin, ça a existé, puisque j'ai vécu ça de l'intérieur. C'est à l'époque où Debs et Mouradis se déchiraient pour t'avoir, pour un contrat qui n'était pas entre les deux. Oui, effectivement. Mais en fait, chaque producteur avait son écurie. Oui. Et j'ai très vite été le number one de Moradel. Ouais. Et pourtant, j'avais beaucoup de reconnaissance pour Henri Debs parce que c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses aussi au niveau des tables de mixage, du mixage et tout, et même de la prise de son.
Et même aussi, je dirais plus en musique, parce que Henri Depp, c'est un musicien. C'est un musicien d'abord. Oui, donc, il m'a appris beaucoup, il m'a montré beaucoup d'accords, beaucoup d'astuces. J'ai eu beaucoup d'astuces grâce à Depp. Il avait un bon studio. Il avait un bon studio. Ouais. Et pour moi, c'était une école aussi. C'était mon école. Il n'était pas question que, malgré toutes les affinités que j'avais avec M. Moadel, que de laisser Depp tomber. Et j'ai bien fait comprendre à M. Moadel que voilà, que Depp c'était mon professeur. Ouais, c'était mon prof et que je ne pouvais pas le laisser comme ça. Donc ça m'a, ils ont eu voilà ils se sont compris entre eux. Ouais. Et ça m'a permis de travailler avec deux producteurs en même temps. Depp, on avait parlé, je me souviens de ces plus-là. Marilène, avant de terminer, quand même, il y a toujours quelques petites précisions, quelques informations. Alors moi, j'ai une dernière question à poser à Frédéric. Puisqu'on a le bac pro audiovisuel cinéma, donc Frédéric, moi j'ai eu l'occasion, quand j'arrivais au campus, de découvrir Frédéric. Frédéric a ouvert notre entrée en musique en 2017, ça je m'en souviens encore avec son petit groupe. Moi, il faut savoir qu'au BTS audiovisuel et cinéma, il y a l'option son. Un jeune sur deux va choisir cette option pour la musique. Et la question que je me pose, comment on aborde le métier de musicien avec l'arrivée des plateformes? Qu'est-ce qui change? Quels conseils qu'on peut leur donner? Comment on appréhende une carrière professionnelle avec l'arrivée de ces plateformes? Qu'est-ce que ça va changer dans la pratique? Mais ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que on n'est plus à mon époque où on partait chez les disquaires, voir ce qui va sortir, les prochains disques. Il fallait attendre un mois, 2 mois, 3 mois. Bon, des fois, bien souvent, le producteur ou bien le disquaire n'avait aucune information sur ce qui allait sortir. Aujourd'hui, on est sur des plateformes streaming où on a tout sur ces plateformes. Déjà, s'il faut parler de YouTube, l'artiste aujourd'hui réalise juste un titre, parce que les gens n'achètent plus d'albums, c'est fini. On n'a qu'à regarder dans les voitures, il n'y a plus d'appareil CD, c'est fini. Le CD devient un objet de musée maintenant. Voilà. Voilà, ça a changé. Ce qui fait que l'artiste est un petit peu livré à lui-même et doit faire sa communication. À moins qu'il passe par un influenceur ou bien par des professionnels de la communication. Mais aujourd'hui, l'artiste est voué à se démerder seul, quoi. C'est-à-dire faire ses images sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, qui devient un peu un conducteur, quoi. C'est-à-dire que ça permet aussi de voir l'actualité de l'artiste et il doit toujours renouveler son actualité pour savoir ce que... Donc c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on connaît comment ça fonctionne pour les artistes aujourd'hui et qu'il faut savoir aussi donner la bonne image, parce que l'image, c'est ce qui montre ta personnalité, ton reflet, quoi. C'est-à-dire c'est important pour te vendre aujourd'hui. On est obligé de passer par la vidéo, par l'audiovisuel pour exister aujourd'hui dans ce milieu du showbiz, quoi. Tu nous expliquais aussi que, bon, ça, la e-réputation, on sait que c'est capital, mais tu nous expliquais aussi l'importance des réseaux sociaux. Beaucoup de majors recherchent, dénichent des talents dans ces réseaux sociaux. Oui, parce que les gens n'ont pas peur de montrer leur talent, de faire des démos, en quelque sorte, des démos sur les réseaux sociaux pour un peu montrer ce qu'ils font, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus possible, comme avant, d'aller chez un producteur, montrer son CV. Les producteurs, enfin, pour ceux qui restent, entre guillemets, n'ont plus le temps de lire vraiment. On veut avoir une visibilité sur les gens qui aiment ce que tu fais. Et donc, tu dois toujours te battre justement contre la concurrence, parce que la concurrence, ça existe toujours. Donc, faire les plus belles vidéos, les plus belles images, soigner ses filtres. Et bien entendu, je ne dirais pas pour la qualité musicale. S'il faut se référencer sur la qualité musicale, on dirait qu'il y a des moindres qu'avant. Ouais. Mais malheureusement, mais en fait l'image encadre tout et c'est sa façon de se vendre qui est importante sur les réseaux sociaux. Donc c'est image, musique. Alors je vais juste ajouter, puisque on connaît l'humilité légendaire de Frédéric,
Et Frédéric qui me confiait, donc je me permets de faire la confidence, il me dit, bon, tu sais, j'ai été me former à l'audiovisuel, mais discrètement. Donc j'ai mon diplôme de monteur dans l'audiovisuel, donc je réalise des vidéos. Bon, voilà, les gens sont toujours surpris, mais j'ose pas trop dire ça parce que j'ai peur que les gens disent que je prenne leur travail. Mais oui, c'est vrai, mais en fait, aujourd'hui, c'est la polyvalence qui devient importante pour tout individu. Je pense qu'il faut toucher un petit peu à tout aujourd'hui pour exister, quoi. Donc, il y a des gens comme toi qui maintenant, ils sont un petit peu au courant parce que je fais des choses secrètes, mais bon voilà, c'est plus secret. J'ai fait pas mal de petits, comment on dit ça, des teasers. Des teasers, j'ai fait des teasers pour beaucoup de jeunes, on ne sait pas que c'est moi, mais bon, voilà. Voilà. Alors, les renseignements de fin de chronique, qu'est-ce qu'on dit? Alors, je voulais juste compléter en disant, ben voilà, elle est enfin arrivée, elle commence cette licence professionnelle de gestion de projets et de structures artistiques et culturelles. Juste rapide, donc elle a démarré au Camp Jacob, à l'UFR Roger Thomson, et elle débouche sur 3 grands métiers. Donc, le métier d'administrateur de spectacle, agent artistique, mais aussi responsable de projets culturels. Alors, j'ai reçu beaucoup d'appels, on m'a beaucoup interpellé sur le fait de savoir est-ce qu'elle existe en formation continue. Non, pour l'instant, elle n'existe qu'à temps plein. Par contre, j'ai promis de me renseigner pour savoir si on peut valider le diplôme dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, parce qu'il y a beaucoup de professionnels sur le terrain qui seraient intéressés. Donc à tous ceux et celles qui sont intéressés par la VAE en tant que, par exemple, sur des métiers en tant que responsable de projet culturel ou encore administrateur de spectacle, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous communiquer l'information. Bien. Alors, quand même, la dernière image, Yann, oui, voilà, exactement ça. Toutes les informations sur ICC News, tout est écrit là. Alors, je vous conseille avec votre portable, clac, vous faites ça. Capture d'écran. Oui, captez l'écran et vous avez toutes les informations. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on reçoit qui? Ah ben, on ne reçoit pas n'importe qui. La semaine prochaine, on va parler cinéma. Oui, voilà, la semaine prochaine, on est plus du côté institutionnel. Oui. Donc, on reçoit le président de la commission culture de la collectivité régionale. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, M. Jean-Claude Nelson, qui est aussi un joueur de Gouka. Voilà. Voilà, merci Marie-Hélène, merci Frido. À dans notre soleil. Dans notre soleil. Voilà, il est 13h31. Dans un instant, on reçoit Isabelle Faye pour sa chronique habituelle. C'est quoi cette affaire? Et puis, on va terminer encore avec un musicien, Michel Madou, qui sera avec nous. Il est adjoint au maire, culture, patrimoine, l'éducation populaire, puisqu'il y a une manifestation demain dans sa commune à Bimaoui. Il sera là dans un instant tout de suite. Voilà, il est exactement 13h37 et on reçoit Isabelle Faye-Marajo. Bonjour. Oui, bonjour Danick. Pour la chronique habituelle. Et puis dans un instant, on va recevoir Michel Madou. Bonjour. Bonjour. Puisque demain, il y a quelque chose chez vous? Oui, à Bimaoui, la capitale. Ouais. Bien. Alors, on commence par Isabelle Faye. La semaine dernière, tout le monde a su ça. Il y a d'abord deux éléments. D'abord, un suspendu qui a gagné au tribunal administratif et sa suspension a été annulée. De ce fait, les gens de l'UTS, de l'UGTG ont pensé qu'on pouvait élargir cette question et permettre à tous les suspendus d'être réintégrés. Ils ont demandé un rendez-vous à l'ARS. L'ARS a dit ne pas pouvoir faire grand-chose. Alors, est-ce que ce n'est pas un cas de jurisprudence? Moi, je pose la question à la juriste. Ben en fait, effectivement, on a tous vu cette décision qui a été rendue par le tribunal administratif, une décision du 26 août 2022, donc récente. Et le cas était assez particulier, la situation était assez particulière, puisque finalement, cette dame la décision avait été donc rétroactive. C'est ce que donc a retenu le tribunal administratif. Oui. Donc dans ce cas-là, effectivement, on a demandé à ce que la suspension soit levée et qu'elle puisse être réintégrée de ses fonctions. Ce qu'il y a, c'est que cette décision concerne
concerne une personne individuellement et que cette dame a donc entamé donc les démarches nécessaires, a saisi la juridiction et donc a demandé à ce que ses droits soient respectés sur la base de cette décision qui avait été prise et qui est une erreur manifeste du CHU dans ce cas-là. Le problème qu'il y a eu, c'était la bataille entre la position de justement le VTG qui considère aujourd'hui que cette décision devrait s'appliquer de manière générale, à une portée générale. Donc on a cette première position, ce premier argument, et puis on a de l'autre côté l'ARS qui considère que la décision ne concerne finalement qu'une seule personne et ne peut pas avoir de portée générale. Donc comment est-ce que voilà, et comment est-ce que considérer cette problématique? Bon, ce qu'il y a, c'est que cette dame a intenté une action en justice et que lorsqu'on le fait, l'action en tout cas qu'elle a intentée ne la concerne, la réponse qu'a donnée le tribunal administratif ne la concerne qu'elle et ne peut pas s'appliquer à tous les soignants, puisque on a des situations particulières, différentes d'un dossier à l'autre. Ils n'ont pas tous cette erreur qui leur a été appliquée, cette erreur de suspension rétroactive. Donc comment est-ce que on peut considérer que cette erreur s'appliquerait à tous les soignants? C'est là la difficulté. Et donc finalement, on ne peut pas se servir de cette décision uniquement pour demander au niveau juridique, bien entendu, à ce que ce soit appliqué à l'ensemble des soignants qui ne sont pas forcément, dans la même situation. Donc, dans le cas d'espèce, on a une situation particulière, une erreur manifeste du CHU, mais qui concerne précisément quelqu'un en particulier. Donc, on ne peut pas considérer que dans ce dossier, finalement, tous les soignants auraient été suspendus de manière rétroactive, sauf si c'est le cas. Si c'est le cas, c'est le cas. C'est ce que je dis. Si c'est le cas, en fait, on ne peut pas parler tout de suite de jurisprudence, puisque on a les recours. On a le recours et il y a possibilité de faire appel de cette décision. Et pour qu'elle soit finalement, il faut qu'on ait une décision quand même définitive. Il y a des délais de recours. Et il y a les recours, qui sont possibles aujourd'hui. Donc, est-ce que le CHU va faire appel? Il y a quand même des questions qu'il faut se poser. Vous voyez? Donc, oui. Non, juste un dernier mot, c'est que, entre-temps, on a vu que la pandémie a régressé considérablement. Oui. Les personnes qui sont suspendues l'ont été parce qu'elles n'étaient pas vaccinées, donc ne pouvaient pas avoir accès à leur poste. Mais est-ce que la situation sanitaire aujourd'hui ne permet pas, entre guillemets, une ouverture? Alors moi, on peut par contre essayer justement de percevoir dans ce dossier, ce nouveau dossier, cette décision qui est quand même assez importante, c'est de jouer sur le côté politique. Oui. Parce que c'est là, en fait, l'intérêt de cette décision, c'est de montrer que le CHU a commis énormément d'erreurs dans ces dossiers-là. Et que cette erreur-là, aujourd'hui, elle concerne certains autres soignants. Et puis, il y a d'autres erreurs qu'on a identifiées, mais pour lesquelles on n'a pas encore porté l'analyse devant les juridictions pour qu'on ait des décisions. Donc vous voyez bien que dans ces dossiers, finalement, ce qui était dit dès le départ, c'est que le CHU et l'ARS, pour les professionnels de santé libéraux, ont appliqué cette loi du 5 août 2021 sans prendre le temps de regarder au cas par cas la situation de chaque soignant. Il y en a qui ont été suspendus alors qu'ils étaient en arrêt maladie, il y en a qui ont été suspendus en congé, il y en a qui ont été suspendus alors qu'ils n'étaient pas en contact de personnes dites vulnérables, et là maintenant on s'aperçoit qu'ils ont fait des suspensions qui ont été rétroactives. Et puis dans d'autres cas, on a des situations factuelles complètement inédites aussi, et pour lesquelles je pense qu'il serait important que ces personnes-là puissent saisir une juridiction pour avoir une décision qui leur est personnelle, qu'on ne peut pas donc généraliser. Par contre, l'effet levier qui aura au niveau de cette situation, c'est de démontrer et de montrer que cette loi, finalement, oui, cette loi a été appliquée, mais il y a des choses à dire, il y a des difficultés, il y a des situations qui sont complètement extraordinaires, si je peux employer ce terme, parce que là, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Merci Madame Fahima Radjo. On se retrouve vendredi prochain pour examiner un autre cas. Tout de suite, on va se tourner vers notre dernier invité de la journée, adjoint au maire en culture, patrimoine et éducation populaire à la ville de Memaro, Michel Madou, bonjour. Bonjour. Et demain, il y a quelque chose qui va se passer dans votre commune. Oui, demain matin, demain, une grande partie de la journée, la rue Eutrope-Marian, c'est-à-dire que la rue qui est derrière le stade et la rue, entre le stade et l'école Louis-Andrea, donc la rue à Gymnase là, Valère Lamy.
Eh bien, Madame le maire a souhaité réunir toutes ces associations culturelles et sportives afin qu'elles puissent déjà être valorisées, mais mis à part ça, avoir une grande fenêtre de séduction pour pouvoir promouvoir les inscriptions chez elles-mêmes. On sait que depuis 2 ans, le tissu associatif a pris un bon coup. Donc, beaucoup de clubs, d'associations culturelles et ou sportives ont perdu des adhérents. Et là, c'est l'opportunité de rebooster dans le cadre de la rentrée scolaire aussi. Donc, que ce soit les petits ou les plus grands aussi, qu'il y ait au Pévin, et bien inscrit côté tel club, telle école, telle association, que c'est théâtre, tennis, karaté, peu importe quoi. Mais ça veut dire que quand même que le tissu associatif est nécessaire dans la vie de la communauté. Ben, très clairement, mais moi j'ai envie de dire que c'est sans faire de jeu de mots, mais c'est le bras armé de toute politique publique. C'est-à-dire qu'à un moment, ce sont les associations qui sont le relais entre l'élu, le politique et qui a ses services, mais aussi la proximité de terrain. La fameuse cohésion sociale aussi, elle est faite, elle est pas mal définie par ces acteurs sur le terrain. Et le tissu associatif a toute sa place. Un enfant qui n'est pas dans un club, que ce soit de football, de karaté, de basket, ou qui n'est pas dans une école de musique, mais c'est un enfant qu'on laisse à la rue, quoi, quelque part. Donc, on doit beaucoup aux associations, au tissu associatif, et c'est le minimum qu'on devait faire. Et c'est dans cet état d'esprit que Madame le maire a souhaité les réunir tous demain. Donc, on sera à peu près entre 50 et 60 associations. Ah, quand même. Ouais, ça fait un beau... donc, sur toute la rue, il y a un arrêté qui commence à 17h aujourd'hui, la rue Eutrope-Marian. Donc, il sera en piétonne, où les gens, familles, peuvent venir et puis découvrir telle association. Parce qu'en plus, il y aura des exhibitions. Il y aura un espace de démonstration aussi. Donc, telle association pourra montrer ce qu'elle fait, son activité. Et comme je dis, ça va de l'équitation au cours de guitare, au cours de violon. Voilà, donc ça va être très, très intéressant demain. 8h30, 15h30 à la rue Eutrope-Marian. Alors, c'est l'appel que vous lancez aux associations de la commune? Ah non, mais il y a bouclé, tout c'est-à-dire, oui, depuis le mois d'août. Ah, d'accord. Oui, c'est-à-dire que depuis le mois d'août, quand on a mis en place fin juillet, début août, on a eu une grande communication avec elle pour demander les besoins aussi, les besoins matériels, les besoins logistiques. Et nous serons à peu près à 60 associations, mais vraiment inscription culturelle et sportive. Donc là, voilà, on est entre 50 et 60 associations qui vont faire la promotion de leur activité, faire découvrir... Il y a de la musique un peu quand même. Ah oui, en plus qu'il y a une musique. Parce que, et là encore, c'est intéressant, puisqu'il y a l'école de musique, il y a aussi les écoles de danse, il y a aussi les écoles de Groka, donc il y a chaque petit moment il y aura cet espace d'expression, il y aura une scène qui va rythmer toute la journée, de 8h30 à 15h, il y aura cette monstration sur scène, il y aura un petit espace de concert aussi, voilà quoi. Rendez-vous dans le village, vous n'habitez pas Bémaout, pas au fond, non? Non. Dommage, vous ratez quelque chose, Madame Marais. Voilà, mais c'est pour le tissu associatif Béma aussi, mais n'importe qui peut venir. Voilà, on peut venir de toute la Guadeloupe. Cette dame, elle est guitariste. Ah ben voilà. Il fallait le dire. Bon, voilà, il est 13h. On retourne rapidement à l'actualité avant de boucler. On va faire, justement, il y a un forum des métiers et du sport qui s'est déroulé à Dugazon. Un petit focus avec Maxime Morel. C'est parti. Ce forum est organisé entièrement par Madame Vanessa Tico, qui est une apprentie en campus 2023, qui est mise à disposition au sein de Dugazon et qui avait envie aujourd'hui, Dugazon, nous c'est 22 salariés, on a beaucoup d'apprentis et on avait envie de donner la chance à d'autres apprentis de trouver des associations qui puissent se développer comme Dugazon et donner la chance aux jeunes de travailler dans les sports et l'animation, parce qu'aujourd'hui on pense aussi que ça peut être un échappatoire pour certains jeunes. Moi-même je suis passée par la voie professionnelle pour obtenir mes diplômes, donc c'était une évidence. Maintenant, en tant que chef de projet événementiel, de proposer aux jeunes d'avoir des formations dans le même domaine par lequel moi-même je suis passée. Au sein du Gazon Sporting Club, on est énormément de jeunes en apprentissage. Et si on n'avait pas eu du gazon pour pouvoir nous prendre en apprentissage, on n'aurait vraiment pas eu de structure d'apprentissage. Donc le but, c'était vraiment de leur montrer qu'on a les centres de formation qui sont sur le territoire, mais qu'il y a aussi du monde, des associations, des entreprises qui recherchent des jeunes à embaucher pour pouvoir développer leur club. C'est une belle initiative de la part du Gazon Sporting Club, parce que du coup, je trouve qu'en Guadeloupe, on a beaucoup de potentiel, mais il faut révéler ce potentiel et par conséquent, cela passe par des actions en ce sens. Donc, du coup, je suis très, très contente d'être ici et puis très honorée de voir tous ces visages, tous ces sourires, tout cet amusement. Donc, voilà. Comme j'ai certains projets qui sont en rapport avec le sport et en même temps l'animation, et j'ai vu le flyer, on m'a partagé, on me l'a envoyé, je me suis dit que par rapport à ce que je veux faire,
Il y a des informations du coup que je n'ai pas, que je dois venir récupérer. Et il n'y avait pas meilleur endroit qu'ici. Ce que j'essaie de véhiculer à travers mon boulot d'éducatrice sportive, c'est justement tous les bienfaits que peuvent apporter le sport. C'est vrai que à travers l'amusement, à travers l'activité physique, on peut développer certaines capacités dont on ne pense pas forcément. Et c'est très important de développer tout ce qu'il y a à côté, tout ce qu'il y a autour, par le biais du sport. Le sport, vraiment, c'est important. Je trouve que, alors moi, je sors de milieu qui difficile, et du coup, j'ai sauté sur le sport et ça m'a beaucoup aidé. Et heureusement que le sport et l'animation étaient là. Moi, j'aime bien. Ce de structure, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes, ça propose des solutions. Moi, en tout cas, c'est ce qui me fallait. Le forum se déroule le vendredi 9 septembre de 8h à 17h, et ainsi que le 10 septembre de 8h à 17h. Voilà, il est 13h48. On va se rendre à Saint-Claude. Alors, n'oubliez pas le village des associations de Abimao. Tout à l'heure, on a vu le forum des métiers du sport. Et là, on part à Saint-Claude pour le réseau électrique. Et c'est Olivier Félix qui était là-haut sur le monde. Aujourd'hui, bien avant les travaux, puisque ces travaux vont débuter donc le 19 septembre. Ce de quoi il était question. Donc de leur proposer donc un plan de circulation à double sens sur la route nationale 3 ainsi que sur la départementale qui monte à la Soufrière et effectivement en contrebas un giratoire. Donc toutes ces données effectivement ont été entendues, analysées par des techniciens, par un bureau d'études, par les routes de Guadeloupe. Et bientôt, nous verrons sur ce circuit-là donc une signalétique de travaux mise à la disposition donc des Saint-Claudiens et de nos visiteurs pour se mouvoir en toute sécurité, mais surtout nous permettre d'avoir donc des travaux qui se passent dans de meilleures conditions. Les travaux, si elles sont faites pour améliorer le cœur de bourg qu'on est en train de développer, je suis prêt à faire un effort. Et où je suis situé, je vais tout trouver le moyen de m'en sortir, puisque je suis un petit peu plus près de l'église. Donc ça ne me pose pas trop de problèmes. Une situation que nous avons déjà vécue. Au contraire, effectivement, donc, la population a dû s'adapter, mais l'a vécu. Nous pensons que pendant 2 mois, la durée des travaux d'enfouissement des réseaux électriques, nous pourrons faire et nous saurons faire. Avec beaucoup de tolérance, avec du civisme, c'est-à-dire du covoiturage et de l'entente. Les gens ne sont pas habitués, mais si la police fait son travail correctement, s'ils sont sur le terrain tous les jours et toute la journée, je pense qu'ils peuvent canaliser cette circulation de telle manière que les parents d'élèves ne soient pas trop mécontents. Nous avons aujourd'hui également dans les boîtes aux lettres des riverains et des professionnels qui sont dans le centre-bourg, informés par des courriers. Et des rencontres seront encore à venir avec ces professionnels qui auront certainement aussi, on va dire, des problématiques à résoudre par rapport à la réception de leur clientèle. Mais en tout cas, nous en sommes conscients et nous faisons le maximum pour pouvoir proposer des solutions, on va dire, les plus efficaces. Voilà, bien, c'est fini pour aujourd'hui. On rappelle simplement qu'en début de journal, on a parlé du ZCL, on a parlé avec Jacques Davila et Isma Ouguenet sur nos duétus habituels sur le problème de l'eau, du SMEAG, des difficultés en ce moment de ce syndicat qui n'arrive pas à maîtriser comme il faut la question de l'eau. Jacques a dit ça, il y a choqué, c'est du chocage et malheureusement, ce sont les consommateurs qui font les frais. Marilène Ferdi avait invité aujourd'hui Frédéric Caracas. Avec lui, on a vu un petit peu le parcours d'un musicien qui a évolué progressivement vers l'audiovisuel. Il a expliqué pourquoi. Avec Isabelle Faye Marajou, on a parlé du cas particulier de Madame B qui a été suspendue de façon rétroactive et la justice a tranché en sa faveur. Mais pour l'instant, cette mesure ne peut pas encore faire jurisprudence. C'est ce qu'a expliqué Isabelle Faye-Maraj. Et puis Michel Mado nous a invités au village des associations qui se déroule demain à Bémao. On rappelle quand même qu'il y a eu, à la suite du dîner présidentiel
des présidents de région, conseil général et compagnie, une réaction, on l'a vu tout à l'heure, de monsieur le président du conseil de la Guadeloupe, je vais parler de monsieur Guy Losbar, et qui a parlé un petit peu de ce qui va se passer après ce dîner. On a vu aussi M. Théophile. Tout cela grâce à notre correspondant à Paris. Je parlais de Outre-mer News, Maurice Cessé, qu'on salue en passant. Ensuite, nous sommes allés à la Journée nationale contre l'illettrisme avec Olivier Félix, et le Forum des métiers du sport, c'était avec Maxime Morel. Et à Saint-Claude, les travaux pour l'électrification continue, puisque M. Vitalis nous l'a expliqué en direct devant la caméra d'Olivier Félix. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie. On se retrouve lundi, comme d'habitude, dans les ZCL. Et on vous rappelle, eh bien oui, Kenyon Petit Caribule pour Timon, c'est un film que vous aurez l'occasion de voir pendant le festival Caribule. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Voilà, il bout de plusieurs de là. La réalisation était assurée par notre ami Yann, et il était bon. Et nous nous disons bon week-end à don de soleil, mais sans la pluie.